De retour en ondes, on fait ça vite aux étés généraux, hein, pas de pause. On est donc avec Hubert Sabino qui est à mes côtés. Il veut parler un peu surfer sur toute l'idée des logements sociaux, mais en allant dans une autre direction aussi. Ça fait des semaines qu'il me parle de sa chronique et j'ai de la difficulté à savoir c'est quoi, mais je pense que je vais le savoir aujourd'hui. Donc sa chronique intitulée Comment rejoindre les gens qui ne pensent pas comme soi. Donc vas-y Hubert. Je suis sans voix. Ben en fait, c'est une espèce de chronique que j'aimerais avoir récurrente un peu pour essayer d'explorer certains moyens qu'on peut avoir pour justement faire valoir nos idées auprès de gens qui pensent pas nécessairement comme nous. Donc, ben, juste comme ça, t'es d'accord avec moi, on vit dans une démocratie, donc ce qui implique qu'il faut accepter la diversité des points de vue, ce qui veut dire aussi qu'il faut trouver sain que tout le monde pense pas pareil comme nous autres, en fait, qu'ils pensent pas comme nous autres. Donc, jusque-là, jusqu'à maintenant, je te suis. Ben, on pourrait toujours dire, est-ce vraiment une démocratie? Mais je pense qu'on veut pas rentrer dans... Non, on rentrera pas là-dedans. Ça va être trop compliqué. Ça va être trop compliqué. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de problème avec ça, mais juste un problème avec le fait que la liberté d'expression est pas conditionnelle à une obligation de réfléchir. En fait, en plus, t'es même pas obligé de dire la vérité. C'est ce qui est assez terrible. Donc, par exemple, les conservateurs qui vantent la propreté du pétrole des sables bitumineux, ben, ils vont même jusqu'à affirmer que c'est une énergie verte, voire renouvelable. C'est quand même incroyable quand on sait que scientifiquement, la seule chose qui peut être associée au terme renouvelable quand on parle de sable bitumineux, ben, c'est la destruction de l'environnement, puis peut-être aussi l'imbécilité des gens qui la défendent. Mais il faut peut-être pas oublier non plus, tant qu'il y aura des chars qui fonctionneront au pétrole, puis qu'il y a des gens qui vont les conduire, bon, on en aura besoin. Donc, il y a quand même ça qu'il faut prendre en jeu, mais il faut essayer d'être conséquent entre notre réflexion et nos gestes, ce qui n'est pas toujours facile non plus, je l'admets. Donc, anyway, quand on prend en considération qu'il n'y a pas nécessairement de réflexion derrière ce que certaines personnes disent, ben, il n'y a pas de solution vraiment miracle, mais il faut essayer par différents moyens de s'exprimer pour les discréditer puis d'inciter les autres à la réflexion puis au débat. Donc, c'est deux éléments, débat, réflexion, qui ne sont pas nécessairement présents abondamment dans nos espaces publics, nos espaces publics aussi qui ont tendance à se privatiser. Donc, c'est peut-être un sujet de chronique plus tard au courant de l'été dans cette session estivale. Désolé. Donc, ben, au fil des chroniques, en fait, j'aimerais revenir sur ça, réfléchir comment on peut essayer d'inciter les gens à remettre en question leurs idées préconçues, puis leur faire prendre conscience que c'est pas parce que 3-4 personnes disent la même affaire que c'est nécessairement une vérité. Donc, pour cette semaine, j'aimerais essayer de réfléchir à la question suivante. Donc, comment créer des vitrines pour exposer son point de vue puis amener un débat à grande échelle? J'aimerais aussi insister sur le fait que c'est important d'avoir de la diversité des tactiques dans nos différentes approches. Donc, question de rester un peu concret, je vais me baser sur un sujet très, très précis, puis ça va faire un pont avec ce qui a été abordé par M. Hurtaud précédemment. Donc, je vais parler du FRAPRU. Le FRAPRU, qui est le Front d'action populaire en réaménagement urbain. Donc, il y a un organisme qui vient en aide aux mal logés puis qui défend leurs droits, parce qu'un logement, c'est pas juste un objet de spéculation. Donc, il y a maintenant quelques semaines, le FRAPRU organisait une manifestation alors que Denis Coderre a annoncé sa candidature pour le poste de maire de Montréal. Donc, un petit groupe du FRAPRU qui se pointe à la manifestation. À la conférence de presse de Coderre. Bon, ils sont pas seuls. Hein. Il y a des gens des cols bleus qui sont là, puis un petit groupe, donc 2-3 personnes. On a entendu beaucoup de casseroles aussi. On a entendu des casseroles. La casserole est de toutes les causes. Donc, c'est ça, des gens masqués qui sont là pour s'opposer au règlement P6. Bon, à propos de P6, je veux juste rappeler que c'est un règlement municipal presque essentiellement soutenu par des corrompus, dont un vient de démissionner aujourd'hui, puis par des élus de la banlieue insulaire, donc pas nécessairement touchés par les manifestations, mais ils en ont bien peur. Le lendemain de la manifestation, tu as Yves Boisvert de la presse qui suggérait que le FRAPRU s'était tiré dans le pied avec cette action. De son côté, Jacques Sanson du Journal de Québec écrivait, je vais le citer, donc envahir et troubler le déroulement d'une assemblée publique est une entorse au droit des autres de s'exprimer publiquement en toute liberté dans le lieu de leur choix. Une telle opération s'apparente à un détournement d'avion. Donc, c'est quand même... Mais il faut pas que tu cites Jacques Sanson. Il a déjà dit pendant la crise sur la crise de l'eau que Montréal était le Haïti d'Amérique maintenant, que ça avait pas de bon sens. La semaine dernière, on a appris qu'Haïti, c'était vraiment agréable. Donc, Oui, je sais, mais bon, mettons, c'est quand même le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord, mais malgré toutes les qualités que ce pays-là a. Mais continue. Je veux juste ajouter en fait qu'il y a plusieurs autres chroniqueurs qui ont gaspillé inutilement de l'encre puis de la salive pour aborder l'événement, mais on va rester au texte de Boisvert, justement, parce que traiter du texte de Sanson, mais ça serait considéré comme
ça serait considéré comme un intervenant pertinent, puis c'est pas notre intention. Donc, les questions que pose Boisvert méritent, selon moi, qu'on s'y attarde un peu. Donc, je le cite. Lui, je vais le citer parce que c'est quand même important de le citer. C'est pas un type qui est imbécile. Le Frappru avait le droit d'aller écœurer Coderre, mais est-ce légitime et surtout, est-ce intelligent? François Saillant, responsable du Frappru, devrait se poser la question. Est-ce vraiment la meilleure façon de convaincre l'opinion publique d'injecter des fonds dans le logement social? C'est en tout cas un excellent moyen d'aider Coderre à s'installer à l'hôtel de ville. Donc, peut-être qu'on reviendra pendant l'été sur l'aspect, sur une espèce de définition d'opinion publique puis de majorité silencieuse, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur la dernière partie. Donc, essayer de déterminer c'était quoi l'objectif du Frappru avec cette action. Donc, est-ce que le Frappru voulait faire en sorte que Godard soit pas élu? Ou est-ce que le Frappru voulait faire en sorte que... Ou est-ce que l'objectif était simplement de permettre... Excusez-moi. C'était simplement de mettre un peu de pression sur le policier afin de s'assurer qu'il prenne position devant les caméras puis qu'il s'engage formellement. Donc, ce qu'il a fait. Donc, c'est pas nécessairement un échec. Reste à voir si la valeur de sa parole puis le reste de ses idées aussi. Là, je pense qu'il y a du chemin à faire là-dessus. Donc, quand Boisvert se demande si c'est intelligent d'aller écœurer Coderre, il semble pas vraiment comprendre que les moyens d'action des dominés sont pas nécessairement toujours les plus élégants puis que c'est pas toujours possible de faire autrement. Donc, c'est facile pour lui de dire que les gens prennent pas les bons moyens pour s'exprimer quand tu as une chronique dans les journaux puis que tu es probablement grassement payé pour le faire. C'est moins facile quand les médias te donnent pas nécessairement de tribune pour t'exprimer puis qu'ils publient rarement tes lettres ouvertes dans une section du journal que finalement les gens lisent pas nécessairement. Puis passer à l'émission de Denis Lévesque juste après une femme Fontaine qui fait un témoignage, pas nécessairement la meilleure plateforme non plus. Non, j'aurais pas imaginé François Saillant dans ce cadre-là, mais... Effectivement. Donc, ce que je veux dire, c'est que si le Frappru se limitait à ce genre de démarche un peu cavalière comme on a fait avec Coderre, on pourrait probablement lui reprocher de ne pas être un super constructif, mais le Frappru met de l'avant le problème du logement de plusieurs façons depuis maintenant 35 ans. Donc, c'est pas rien. Au courant de la dernière année, le Frappru a mis sur pied une commission populaire itinérante sur le droit du logement. Pendant quelques semaines, les commissaires ont parcouru les 4 coins de la province pour ensuite rédiger un rapport détaillé sur le problème du logement au Québec. La semaine dernière, il y a eu un développement un peu encourageant suite à ce travail colossal. Donc, une motion pour souligner le travail de cette commission a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, on parle peut-être de solutions tout à l'heure. Mais il n'y avait rien de concret d'annoncé. En gros, on y réitérait, je cite, l'importance pour tous les citoyens d'avoir des conditions de logement abordables, humaines et sécuritaires. Donc, c'est assez beige, c'est assez du tofu, en fait, ça n'a aucune saveur. On ne prend pas d'engagement pour l'instant, donc on verra les recommandations du rapport, quelles recommandations du rapport seront retenues par les parlementaires, mais bon, ça reste un début à suivre. Souligner aussi un autre aspect que le Frappru a fait dans sa diversité des tactiques. Ils ont produit un film qui s'appelle Au pied du mur, qui exposait la réalité des mal logés du Québec. Produire un film, c'est une belle façon propre de s'exprimer auprès de la population, mais c'est aussi un moyen qui coûte cher. Puis le Frappru, comme la plupart des groupes communautaires, ça roule pas sur l'or, peu importe ce qu'en pense Lisanne Gagnon ou tout autre chroniqueur perméable aux faits puis aux arguments. Donc, pour jouer son rôle, un film doit être diffusé et vu ailleurs que dans un cercle de gens convaincus. Effectivement, c'est peut-être le problème de ce genre de type de film-là, où en général, on regarde des choses sur Internet, mais nous-mêmes, on est convaincus. D'ailleurs, Hubert est un bon exemple. Je pense que ton entourage est très convaincu, peut-être plus de gauche, à moins que je me trompe. Et tu mets plus souvent des commentaires extrêmement de gauche. Donc, est-ce que ça fait réfléchir les gens ou finalement, ça spin dans le beurre, excusez-moi l'expression, pour finalement convaincre des gens qui sont déjà convaincus? Ça fait un petit peu des deux. En fait, c'est sûr qu'il y a des gens qui préféraient que je poste des vidéos de petits chats ou des photos de ce que je mange pour le souper, mais ça vaut la peine d'essayer, en fait. Je sais pas c'est quoi on pourra jamais savoir c'est quoi la réception totale de tout ça. Mais ça pose des bonnes questions. Et en terminant, Hubert, je pense que tu voulais peut-être nous parler de Pierre-Éliott Trudeau, ou pas, plus ou moins? Pierre-Éliott Trudeau, en fait, c'est une inspiration pour moi, parce que, je sais pas, j'ai peut-être un extrait qu'on pourrait présenter où il montre à quel point c'est peut-être important de prendre la rue, en fait. Que, je sais pas si... Oui, mais on va conclure là-dessus. Donc, on va juste écouter M. Trudeau. C'est un extrait d'un fameux discours de M. Pierre-Éliott Trudeau quand il disait « C'est fini les folies ». Et je pense que ce qui faisait sourire Hubert là-dedans, c'est monsieur... Vous allez l'entendre, ce que suggère M. Trudeau de faire. Donc, ça fait peut-être sourire un petit peu aujourd'hui de l'entendre. Mais M. Sabino, merci beaucoup de votre présence à l'émission, puis on se revoit très bientôt à la deuxième partie de l'émission.